Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Un but par période auront suffi à rendre heureux les Gunners et à leur permettre de prendre la tête de la Première Ligue en attendant le match de Liverpool qui va se jouer d'ici quelques minutes au moment où nous enregistrons. Hello Gunners, bienvenue dans Coup de canon. Aujourd'hui, Arsenal recevait West Ham, 19e du classement, pour le dernier match avant la trêve internationale. L'objectif était simple, engranger les 3 points, continuer la série de victoires et puis prendre confiance dans des systèmes de jeu et espérer que Guillaume Quérez trouve le chemin défilé. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux mecs de l'assaut, à savoir Mathéo et Louis T. Alors, ce sera pas Loulou, ce sera Louis. Salut messieurs, comment ça va? Salut Raoul, salut à tous. Content de la victoire. Après, on a pas mal de choses à redire sur ce match, mais content d'avoir pris les 3 points quand même cet après-midi. Et salut à tous et ouais, comme Mathéo, très content de la victoire, surtout face à une équipe qui nous réussissait pas trop les dernières années, donc au moins ça de prix. Ouais, c'est une constante cette année d'ailleurs, puisque victoire à Newcastle, alors que Newcastle avait été notre bête noire sur les dernières années, notamment à Saint James Park, et West Ham qui était venu nous battre chez nous, je crois, l'année dernière, ben Et il y a voilà. 2 ans aussi. Et il y a 2 ans aussi. Mais West Ham, on va en parler rapidement tout à l'heure, mais qui était venu avec, à mon avis, très peu d'ambition, à part celle de ne pas prendre de but, et qui aura été vraiment très très peu dangereux. La compo du jour, messieurs, je dois vous avouer que moi, quand je l'ai lue, elle m'a fait kiffer parce que on voyait enfin le milieu de terrain que moi j'attendais depuis longtemps. Alors je l'attendais, mais je ne l'attendais pas dans ce système-là. Enfin bref, la compo du jour, c'était David Raya au but, la défense number one avec Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori. Le fameux milieu de terrain avec Declan Rice, Eze et Ødegaard. Et devant, nous avions Bukayo Saka, Leandro Trossard ou Trocard ce soir, ou Tocard tout court aujourd'hui, et Guillaume Quérez. Euh, mais si on s'attarde un petit peu sur ce fameux milieu à 3 avec Eze, avec Ødegaard, avec Rice, où on pouvait imaginer avoir Rice dans une position plus reculée. Et moi, ce milieu, il m'intéressait parce que, en fait, lorsque Ødegaard est rentré dans le match contre, Newcastle. c'était contre Newcastle, ouais, il avait joué bien plus bas et c'était super intéressant comme première rampe de lancement. Sauf que là, finalement, je l'ai trouvé quasiment comme étant l'un des plus hauts. On avait vraiment presque deux numéros 10 et c'est pas forcément comme ça que j'aurais aimé le voir. Mais on va y revenir juste après. Cela n'aura pas duré très très longtemps. En tout cas, votre avis sur la compo et sur ce qui avait été tenté par Arteta. Bah, je vais commencer. C'est vrai que j'étais aussi assez surpris par la compo, de voir Arteta oser ce milieu de terrain. On lui demandait souvent d'associer Odegaard avec Nwaneri. Bon, bah, cette fois, ça sera avec Eze. Euh, donc très enthousiaste de voir deux créateurs, mais aussi je me posais la question de savoir est-ce que ils n'avaient pas trop finalement se marcher dessus. On en reparlera pour le match. Et après, j'étais aussi surpris de voir Trossard encore enchaîné. Je crois que c'est son troisième ou quatrième match d'affilée là. Donc j'aimerais comprendre aussi pourquoi il a autant de, de- d'intérêt, j'ai envie de dire, pour notre coach, De plutôt crédit. ouais, de crédit, plutôt qu'un Martinelli qui est en forme ou un autre. Donc, à part ça, on est revenu avec les latéraux classiques. Et donc, non, à la fois excité par le milieu et interrogé par l'attaque, on va dire. Mathéo. Excité par le milieu surtout parce que ça fait quelques saisons où on se plaint beaucoup du déséquilibre, surtout en attaque, où beaucoup de ballons passent du côté d'Odegaard et Saka. Donc là, on se dit avec Eze au milieu de l'autre côté, on va enfin pouvoir avoir deux côtés qui attaquent, qui se projettent vers l'avant. Mais c'est vrai que quand on voit trop ça titulaire, on se dit mince, on aurait bien aimé voir une petite association Eze-Martinelli sur le côté gauche, donc un peu frustré sur ça.
Et ouais, bah Odegaard, il enchaîne, il est revenu, il est rentré contre Newcastle, il fait une super rentrée. Le match de cette semaine contre l'Olympiakos, il fait un super match. Donc très excité avant le coup d'envoi de voir cette association au milieu. Ouais. Et je le disais, West Ham qui est venu avec des objectifs assez clairs et qui n'aura été dangereux qu'à la première minute et encore, je ne sais même pas dangereux, ils auraient été ambitieux dès la première minute puisque au coup d'envoi, ils obtiennent directement un corner et ils auront pas montré grand-chose et puis on va probablement se focaliser vraiment sur ce que Arsenal a montré et ce que l'on peut en retenir. Arsenal ultra dominateur. Et j'ai presque envie de dire que finalement, c'est presque un copier-coller du match contre l'Olympiakos. À savoir que un match où on domine, on domine, on domine, et où on a du mal à trouver l'ouverture du score, qui interviendra un peu plus tard dans le match, et où on a du mal à se mettre à l'abri d'un contre, d'un penalty, etc. Et j'ai vraiment, en tout cas sur le fond, j'ai vraiment l'impression que c'était un copier-coller. Je sais plus qui disait dans le Discord que c'est sur ce genre de match, pardon, qu'il faut capitaliser le goal average et marquer le maximum de buts parce que ça peut être important. J'en suis le premier convaincu, que ce soit en Première Ligue ou que ce soit en Ligue des Champions. Euh, et pourtant, ils auront tenté, puisque dès la cinquième minute, on a déjà une première position avec Timber qui bute sur Areola. Il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de tentatives, d'occasions, mais finalement, le premier fait marquant de cette première période, finalement, ça va être la sortie, la blessure et la sortie de Degarde qui va intervenir, il se blesse vers la 20e, il essaye encore et il va sortir à la 30e minute de jeu. C'est pour ça tout à l'heure qu'en préambule, je vous disais que ce milieu de terrain à 3 qu'on attendait tous, on n'aura pas eu forcément le temps de vraiment l'analyser, de le comprendre et de le commenter, puisque une nouvelle fois, la troisième fois cette saison à domicile en Première Ligue, Ødegaard quitte le terrain avant la mi-temps. Les deux premières fois, c'était contre Leeds, si vous vous en souvenez, messieurs, et la deuxième fois, c'était contre Nottingham Forest. Euh, alors qu'il sortait d'une prestation euh, genre un 9 sur 10 face à l'Olympiakos. Inquiétant pour vous, messieurs, ces blessures à rebondissement, ou est-ce que c'est vraiment par précaution? Parce que je vous avouerai que cette période-là, j'étais ailleurs, donc j'ai pas forcément vu le contact sur le genou. Je ne sais pas si on parle de torsion, certains parlaient de béquille, mais une béquille c'est plutôt musculaire, et là j'ai l'impression qu'il se touchait plus le genou. Vous en pensez quoi? Bah, déjà, les deux blessures précédentes d'Odegaard, elles étaient plutôt sur le haut du corps. À chaque fois, c'était des mauvaises chutes sur son épaule. Là, on a un fait de jeu qui est différent. C'est un contact genou contre genou ou tibia contre genou. Donc, ça semble sur le moment être un coup. Donc, il essaye de revenir plusieurs fois sur le terrain, mais il boitille, il est pas à 100%. Et personnellement, j'ai pas trop aimé la gestion du coup de d'Odegaard parce que entre le moment où il se blesse et le moment où il sort, il y a quand même pas mal de minutes d'écart. Il y Et a une quand dizaine on de a le minutes, ouais. bah, c'est quand même beaucoup. Et quand on n'a pas un joueur à 100%, la blessure peut s'aggraver, il peut refaire un coup dessus. Et quand on a notre banc de cette année avec des solutions au milieu, avec Merinos, Nwaneri, Zubimendi sur le banc, pour moi, tu dois le sortir beaucoup plus tôt, même s'il y a rien, tu prends pas de risque sur le fait de reblesser plus gravement Odegaard. Ouais, je suis assez d'accord. On va dire que c'est pas de chance pour lui encore, hein. C'est pas des blessures musculaires où on sent qu'il a trop forcé ou que sa prépa a pas été bonne. C'est vraiment là un coup, je pense. Après, j'ai eu un peu peur que ça soit genre les ligaments, tout ça, parce qu'on sait que les croisés, quand tu te fais les croisés, Mm. souvent, t'as un coup d'adrénaline qui fait que tu peux repartir sur le terrain 10-15 minutes et après, tu peux être ramené à ressortir. Bon, là, a priori, ça a l'air quand même d'être un coup vu qu'il boitait pas non plus en ressortant à la fin. Euh, je te rejoins aussi sur la gestion. Je trouve qu'il aurait dû sortir directement. On a largement ce qu'il faut pour jouer. Et en plus, son entame de match n'était pas non plus exceptionnel. Donc,
Là, il y a la trêve qui arrive. On sait que le mois d'octobre est quand même charnière dans une saison où c'est souvent là qu'il peut y avoir les gros pépins. Sauf pour nous, ça commence en août, mais en général pour les équipes, ça commence plutôt en octobre, novembre. Donc, c'est bien de gérer nos effectifs et nos joueurs, surtout notre capitaine. Donc, j'espère qu'il sera du coup préservé pour la trêve et revenir en forme à la rentrée, quoi. Et si c'était un vice de la part d'Arteta de sortir Ødegaard sur blessure pour ne pas qu'il parte en sélection et qu'on le récupère à coup sûr en pleine forme. Je pense pas qu'il irait jusque-là, mais effectivement, encore une fois, c'est vrai que... Et déjà, les deux premières fois où il se blesse aux côtes, il insiste souvent. Et d'ailleurs, je trouve que de façon générale, nos joueurs blessés insistent souvent. Alors, d'aucuns diraient que ce sont là des preuves que nos joueurs ne veulent pas quitter le terrain et qu'ils ont la grinta, mais je pense que avec le traumatisme des blessures de la saison dernière, à un moment donné, il va falloir... et le banc, surtout que l'on a cette année, je crois que le risque, c'est la politique du risque zéro doit être prise par le staff et que si à un moment donné on voit qu'un joueur peine à se relever ou qu'il le sent pas forcément, bah, sors, va à la douche et la saison va être longue, on va avoir besoin de tout le monde. Donc du coup, parce on a un très beau banc, mais on a aussi une très belle infirmerie, hein. Encore une fois, on les a vus en gros plan à l'entrée du tunnel mercredi face à l'Olympiakos à la fin du match. Gabriel Jesus, Havertz, Madueke, et j'en passe. C'est quand même encore du beau monde qui est à l'infirmerie, donc il faudrait quand même pas qu'on complète cette infirmerie. En tout cas, Ødegaard est remplacé à la demi-heure de jeu par Zubimendi, et ce même Zubimendi va être à l'origine de l'ouverture du score, puisque sur une ouverture en profondeur sur Eze, euh, Eze qui va frapper, frappe repoussée par Areola, qui revient dans dans les pieds de Rice et qui, lui, cette fois-ci, ne va pas manquer le cadre et va donner l'avantage à nos Gunners à la 38e minute de jeu. Je le disais aussi en introduction, cette ouverture du score arrive tardivement. Euh, alors, on n'était pas forcément inquiet du résultat du match ou de l'entame de match tant on était dominateur, mais c'est vrai que tant que tu ne marques pas, ben, le score est toujours de 0-0 dans la mesure où tu ne l'encaisses pas, mais là c'était quand même très peu probable face à West Ham. Donc voilà, il nous donne l'avantage à la 38e minute de jeu sur, bah voilà, Rice il est là, et puis je crois qu'il avait une sorte de sentiment un petit peu de revanche parce que certains idiots de West Ham l'ont sifflé. Je crois qu'ils ont un petit peu oublié ce que Rice a fait pour eux pendant des années et des années. Sur le but, messieurs, quelque chose à dire, un commentaire peut-être ou une analyse? Déjà, juste pour revenir sur les 30 premières minutes, on domine et enfin notre ouverture du score arrive assez tard, mais en même temps, on se procure pas énormément d'occasions, à part une frappe d'Eze devant le but. On n'a pas énormément de situations et c'est vraiment à partir de ce temps fort-là où Timber récupère plusieurs ballons aux abords de la surface, deux, trois percées. Zubimendi qui rentre et qui dépose un super ballon dans la profondeur pour Eze qui fait une bonne frappe angle fermé. Et Rice, du coup, après la rentrée de Zubimendi, placé plus haut sur le terrain, dans une zone milieu excentré à gauche, qui est la position que je préfère de Declan Rice. Et du coup, il est là dans la surface, à la retombée. Et lui, il se fait pas prier pour envoyer la balle sous la barre. Donc, beau but de Rice et surtout très belle passe de Zubimendi à l'origine de l'action pour Eberechi Eze. Ouais, pour compléter tes propos, j'aimerais amener le fait aussi que on a des latéraux beaucoup plus offensifs aujourd'hui et qui sont beaucoup plus disponibles, que ce soit dans la surface. Enfin, parfois on pourrait reprocher à Calafiori ou même à Timber de rester trop en retrait ou trop au milieu de terrain dans ce faux 8 ou 6, je sais pas trop. Là, il y a eu des espaces, ils les ont pris. Et on a vu Timber, deux tirs cadrés en première mi-temps. Il fait plus que Gyökeres. Donc, pour ça que je disais en rigolant que c'est le neuf qu'il nous faut. Mais on a un joueur qui est super à ce niveau-là. Calafiori aussi, avec ses centres dangereux, a apporté beaucoup. Et ce but, finalement, il montre que quand on met du rythme, on met de l'intensité et qu'on se montre très dynamique, c'est pas compliqué de marquer un but, quoi. Il y a de la présence dans la surface, oui, il y a beaucoup de joueurs dans la surface, donc c'est juste on est juste récompensé de nos efforts. Malheureusement, ça a duré 10 minutes dans la première mi-temps et on peut regretter aussi que bah, finalement les blessures et
ont aussi un peu cassé ce rythme en première mi-temps. Juste pour accentuer sur Calafiori, je suis totalement d'accord. Et surtout, le dernier match de Première Ligue contre Newcastle, on l'avait tous mis dans nos flops pour le débrief. Et là, franchement, la première demi-heure et la première mi-temps qu'il fait était vraiment top dans l'intensité. Il a fait énormément de courses vers l'avant. Il a énormément proposé de solutions au milieu de terrain où il s'est très bien placé à côté de Zubimendi, ce qui a permis à Rice d'être beaucoup plus haut. Et on avait l'impression qu'il était partout. À certains moments, on le voyait récupérer des ballons sur le côté de Saka à l'entrée de la surface de West Ham. Donc, c'était assez agréable de voir l'envie que mettait Calafiori sur la première mi-temps. Ouais. Et le score aurait pu être un peu plus lourd avant la mi-temps, puisque juste avant que l'arbitre ne renvoie les deux équipes au vestiaire, il y a cette frappe aux 20 mètres de Calafiori, justement, qui va heurter le poteau, malheureusement. Donc ça fait retour au vestiaire, 1-0 pour Arsenal. On reprend dans la même compo et puis finalement avec la même physionomie de match, à savoir Arsenal dominateur, Arsenal qui se crée des occasions, des demi-occasions, mais toujours un manque cruel de finition, notamment avec Gyökeres. On a une nouvelle crainte pour Saka à l'heure de jeu, qui s'est fait soigner pendant quelques minutes, mais pour le coup sans gravité puisqu'il terminera le match. Et puis on arrive à la 66e minute de jeu où Timber, accroché par Diouf, permet à Arsenal d'avoir un penalty sur une faute qui est vraiment à la limite de la surface de réparation. Alors après, on dira que la faute commence en dehors, se termine dedans. À l'époque, on sifflait la faute là où elle avait commencé. Visiblement, aujourd'hui, la règle a un petit peu changé. On va pas s'en plaindre. En tout cas, pas sur pas sur cette action-là. Mais penalty pour Arsenal. Et là, messieurs, j'aimerais qu'on se prenne un petit peu le temps parce que on en a un petit peu discuté sur le Discord. Moi, j'ai été super étonné de voir Saka tirer le penalty. Et quand je dis étonné, c'est pas quelque chose que je trouve révoltant ou inadmissible. Attendez, entendons-nous bien. Il y a pas de problème par rapport à ça, puisque pendant très longtemps, il les a tirés chez nous. Mais moi, il me semble, là, je vais aussi demander l'avis à nos auditeurs qu'ils prennent le temps de commenter. Moi, il me semble qu'en début de saison, vers la mi-août, le club avait annoncé que Gyökeres serait le tireur officiel cette année des pénaltys à Arsenal. Et là, déjà, il y a une petite désaccord entre les membres de l'assaut, puisque certains disent que non, non, cette information n'est jamais sortie. Moi, je suis persuadé de l'avoir vu, d'autres également. Euh, Et puis, on a tous aussi en mémoire, à l'époque, Havertz, quand il avait du mal, où on lui avait donné le ballon pour qu'il tire ce fameux penalty et que ça lui permet de faire la saison qu'on lui a connue par la suite. Alors, même si Gyökeres a déjà ouvert son compteur but cette saison, ça fait quand même un certain nombre de matchs qu'il ne l'a pas marqué, qu'il est en difficulté sur la finition, qu'il il y a du mieux dans le jeu, et encore aujourd'hui, c'était pas forcément ça. Mais ouais, assez étonné. Et je voudrais avoir votre avis, encore une fois, hein, qui n'engagera que moi et que vous, mais sur ce penalty-là, on est tous d'accord pour dire qu'à faute, de toute façon, c'est pas un souci. Étonné, pas étonné de voir Saka tirer le penalty, messieurs? Ouais, moi je suis étonné. Enfin, j'avais fait la remarque sur le Discord et j'étais assez d'accord avec toi, Raoul, sur le fait qu'il me semble vraiment qu'Arteta en ait parlé en début de saison en conf de presse. Et il avait même insisté sur le fait qu'il a ces qualités-là pour tirer les pénaltys et que logiquement, ça serait lui qui ferait ça. Donc, euh, étonné du coup de voir Saka prendre le ballon. Alors, est-ce que c'est du fait qu'il est revenu de blessure, qu'il a besoin de stats, de confiance et à la suite de son but en Ligue des Champions, il avait envie d'enchaîner? Ou est-ce que c'était déjà évident? Dès qu'il y a Saka, ça sera lui le tireur, mais du coup, c'est vrai qu'une confusion, du moins pour nous. Et j'aurais aimé que Gyökeres tire ce penalty. Alors on chipote parce qu'il y a eu but et c'est tant mieux, mais au moins ça aurait permis à lui redonner un peu de confiance. Et on l'a acheté pour qu'il marque des buts. Donc les penaltys font partie du facteur but. Et selon moi,
c'est à lui que ça revient. Et bon, après, tant qu'on les marque, moi, je vais pas râler non plus, mais je pense il y a des besoins bah, il y a un éclaircissement de la part de l'entraîneur, ou je pense qu'il en parlera à Arteta. Les journalistes devraient aussi réagir, mais mais c'est vrai que euh, j'aurais quand même aimé que Gyökeres, pardon, marque son but aujourd'hui, et c'était l'occasion parfaite. Ouais, et Mathéo, avant de te laisser la parole, c'est vrai que la difficulté aussi d'enregistrer ces débriefs de match juste après la rencontre, c'est qu'on n'a même pas le temps d'écouter les conférences de presse et les interviews d'après-match pour peut-être avoir un éclaircissement de la part du coach ou de Saka ou de Gyökeres. C'est-à-dire qu'au moment où nos auditeurs vont écouter cet épisode-là, peut-être que ça vous semblera tellement trivial parce que vous aurez entendu que, mais n'oubliez pas que là, il est 18h25, que le match est terminé il y a quoi? Il y a même pas une demi-heure et qu'on est déjà en train d'enregistrer. Donc voilà, des fois, il nous manque des informations. C'est aussi ça un petit peu le risque de l'instantanéité de l'enregistrement. Mais peut-être que vous aurez la possibilité comment dirais-je, de commenter, de nous apporter des précisions. Mais néanmoins, on vous attend vraiment, les auditeurs, sur la partie Gyökeres, tireur officiel ou pas de penalty. Moi, ça m'intéresse énormément. Mathéo. Bah, pour moi, je fais partie de l'avis opposé, même si je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et que Gyökeres aurait pu tirer le penalty pour se rassurer, gonfler un peu les stats. Mais j'étais aussi partisan du fait qu'il soit titulaire mercredi face à l'Olympiakos pour qu'il gonfle ses stats et qu'il ait du temps de jeu. Mais pour moi, le tireur de penalty d'Arsenal, c'est Saka, donc ça m'a pas surpris que ce soit lui qui le prenne. On est dans une situation dans le match où même si on domine sans forcer, qu'on n'est pas mis en danger, on mène que 1-0. Donc on n'est jamais à l'abri de se prendre un but bête en contre ou un coup de pied arrêté, etc. Donc c'est un pénalty important à mettre. Saka est quand même hyper fiable dans ce domaine depuis des années. C'est lui notre tireur numéro un. Donc pour moi, c'est logique que ce soit lui qui aille, enfin, qui s'avance pour le tirer. Après, je me souviens aussi, comme tu as dit, Raoul, que quand Havertz ça allait pas bien au début, il y a eu deux, trois pénaltys ou un ou deux, je sais plus, qui ont été laissés par Saka et Odegaard, qui étaient les deux tireurs habituels pour Havertz, et ça lui avait permis de se mettre en confiance. Donc, je pense aussi, comme vous, qu'il faut que la situation soit clarifiée par Arteta sur les tireurs, qu'il y ait une vraie hiérarchie pour pas qu'on ait de confusion dessus. Mais bon, après, comme tous les supporters, on est juste content que la balle finisse au fond, hein. Oui, voilà, encore une fois, on veut pas créer de polémique, c'est clairement pas ça le but. Ou l'objectif, pardon, il y a eu but, ça fait 2-0, c'est très bien comme ça. Je veux dire, voilà, c'est pas Raya qui est venu le tirer non plus. Mais voilà, j'ai aussi envie d'entendre les auditeurs par rapport à ça, parce qu'on n'est déjà pas d'accord entre nous. Donc il y en a qui sont sûrs de l'avoir vu, d'autres non. Donc qui a raison, qui a tort? Peut-être que nos auditeurs pourront trancher là-dessus. Donc ça fait 2-0 à un peu plus de l'heure de jeu. Euh, Arteta va quand même, je trouve, tarder à faire ses changements aujourd'hui. 75e minute de jeu, Calafiori pour Lewis Kelly, Trossard pour Nwaneri, 79e, Declan Rice qui était resté au sol, visiblement touché avec une gêne au dos, d'après ce que j'ai vu moi, a été remplacé par Mikel Merino. Euh, En même temps, Eze laisse sa place à Martinelli. Et au final, je crois qu'il n'y aura pas d'autres remplacements. Il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent puisque Arsenal va gérer la fin de match. West Ham va se réveiller légèrement en essayant de proposer autre chose, mais c'était clairement insuffisant pour venir contrecarrer les plans d'Arteta. Victoire 2-0 d'Arsenal qui prend la tête du classement provisoire. Le mot provisoire est important. Ce classement provisoire qui était occupé toujours par Liverpool au début de la rencontre et Liverpool qui va jouer d'ici 2 minutes face à Chelsea dans un. Alors, il y aura la trêve internationale, mais dans une série de matchs. On en a parlé dans le dernier podcast, dans le dernier épisode, pardon, où Liverpool, les 5 matchs qui arrivent là, c'est costaud. Et c'est là où il va falloir qu'on soit fort et que l'on puisse prendre le maximum de points et espérer des faux pas
des faux pas de Liverpool sans en faire de notre côté. À noter également que Bournemouth avait gagné hier son match et qu'il était revenu à la quatrième place du classement avec 14 points, soit deux longueurs derrière Arsenal. Très beau euh, début de saison de Bournemouth. Messieurs, vous savez que d'habitude, j'ai l'habitude de faire des focus sur des joueurs, etc. Et je pense que ces focus pourront être faits pendant les tops et les flops, si vous êtes d'accord avec moi, à moins que vous ayez envie vraiment de faire un focus sur un fait de jeu, une action, une tactique, j'en sais rien, c'est vous qui décidez. Mais si vous n'avez pas cette envie ou cette demande, je vous propose qu'on passe au top et au flop. Et traditionnellement, on commence toujours par les tops, par les flops. J'ai vraiment du mal à par les flops. Qui se lance, messieurs? Et c'est là Allez, où ça je crée vais. toujours du blanc. Merci. Merci, Louis. Ouais, Allez, bah, Louis, pas dis-moi. évident de trouver des flops tant la performance a été quand même propre et maîtrisée, on va dire, même si tout le monde n'a pas brillé. Je vais ressortir le match de Gyökeres quand même, même s'il avait marqué son penalty, ça aurait pas sauvé son match. Il était assez en difficulté encore aujourd'hui dans les duels. Euh, j'ai trouvé que face au bloc bas, en fait, c'est vraiment pas son jeu, quoi. Il est sans cesse bousculé. Alors, il se bat, c'est vrai, mais bon, on disait pareil avec Havertz et on râlait autant quand il avait commencé. Et j'ai noté que voilà, il avait réussi à peine 46% de ses passes, donc ça montre que son jeu en déviation est pauvre. Il a du mal à enchaîner et à trouver ses coéquipiers. Il se crée pas beaucoup d'occasions en plus de cela. Alors, bah, sur la situation. La première situation de d'Eze, je crois, où il joue au sol, il est pas loin de marquer, mais bon, à part ça, j'ai pas retenu grand-chose. Et donc, on en attend plus encore, et ça, on se dit ça toutes les semaines quand même. Donc, premier flop. Deuxième, Trossard quand même, parce que la- on va dire que la deuxième mi-temps était un peu mieux, mais je le trouve trop individualiste encore, ou trop à faire du Trossard, quoi, comme on le connaît, vouloir déborder absolument pour faire un vieux tir sur le gardien. Donc, j'ai encore des réserves. Et enfin, je trouve les changements d'Arteta arrivent trop tard. Et dans un match qui est en plus assez pauvre en occasion, où l'adversaire fait rien, c'est l'occasion de faire jouer d'autres joueurs et de les intégrer dans le collectif et faire rentrer tout le monde à la 80e. Enfin, ça apporte rien au match et ça, je le regrette aussi. Voilà. Du coup, Euh, pardon Mathéo, mais si je résume tes flops, on est avec Gyökeres. Ouais. Et après, c'est le seul flop? Non, Trossard, tu non, l'as pas Trossard Trossard, ah oui, inclus. aussi. Trossard, ouais, Trossard, ouais. Trossard et le Trossard fait et les des remplacements. Ouais. changements tardifs. Pardon. Non, non, je me focalisais sur les joueurs, pardon. Ok. Mathéo, à toi. Ouais, pour moi, je rejoins Louis, je mets Gyökeres flop du match pour moi. Alors, je fais pas partie de ses détracteurs. Moi, j'attends beaucoup de ce joueur, mais je lui laisse le temps. Je sais que la transition va être longue entre le championnat portugais et sa façon de jouer et le nôtre, etc. On en a déjà parlé. Mais le truc qui me déçoit un peu, c'est que je trouve qu'il prend pas quand même l'opportunité qu'il a de. Il y a beaucoup de blessés en attaque en ce moment. Il joue beaucoup de minutes. Havertz n'est pas là, Gabriel Jesus n'est pas là. C'est le moment pour lui d'engranger de la confiance et il le fait pas trop même dans le jeu. Pourtant, j'avais bien aimé son match contre Newcastle où je trouvais qu'il se connectait de mieux en mieux avec les milieux, que dans la combativité il était là. Mais aujourd'hui, je sais pas. Dès qu'il touchait un ballon, j'avais l'impression que ça lui brûlait les pieds. Ça partait trop vite de son pied et puis ça trouvait pas de partenaire. Dans le combat, il a beaucoup fini au sol et sans remporter ses duels. Donc, j'ai pas trop aimé son match. Et le deuxième flop du match pour moi, ça a été la gestion de l'effectif aussi plus globalement. J'ai pas trop aimé la gestion, comme je l'ai dit, d'Odegaard en première mi-temps, où pour moi, il doit sortir dès la première fois où il va au sol, pour pas risquer tout ce qu'on a dit. Et je rejoins Louis aussi. Pour moi, les changements arrivent trop tard en deuxième mi-temps. Notamment l'exemple de Rice, les changements arrivent 10 minutes après le deuxième but, et on a Rice qui était au sol, qui aurait dû sortir bien avant. Il joue tous les matchs, donc dès le deuxième but, pour moi, il doit sortir et faire tourner pour mobiliser tout l'effectif.
il joue beaucoup moins que l'année dernière. Rice, il a été mis au repos mercredi dernier, si je me trompe pas. Mais après, oui, Ouais, mais quand tu je suis mènes deux d'accord. zéro face à West Ham, tu dois le sortir et l'économiser. D'accord. C'est Et pas puis même, quel que soit le résultat, sachant que tu mènes 1-0 à la mi-temps, à l'heure de jeu, avec la profondeur de banc qu'on a installée, tu peux déjà faire des exactement. changements. Je suis d'accord avec toi. Même le message envoyé à Nwaneri, enfin Nwaneri surtout qui rentre que 15 minutes, alors Bah, qu'il joue pas Noneri doit beaucoup être en ce content, moment. puisque sur les deux derniers matchs, excepté celui-ci, il y avait donc Newcastle, pas retenu dans le groupe. Il y Oui, avait l'Olympiakos sur le banc, pas rentré, je crois. Donc là, tu vois, aujourd'hui, genre, Nwaneri, ça il faisait trois rentre, matchs qu'il n'avait pas. mais Oui, oui. Mais mais je suis pour, d'accord avec tout ce que pour vous moi, il a avez pas dit assez sur de la temps de gestion jeu. d'effectifs. Ouais, on est aligné là-dessus, aucun problème. Moi, mes tops, mes flops, décidément. Encore une fois, un flop, je préfère le dire avant de me faire assassiner. Un flop, ça veut pas dire qu'un joueur il a été dégueulasse. Ça veut dire que c'est un joueur qui a peut-être été en dessous de l'effectif global ou en dessous de mes attentes ou voilà, un peu moins bien sur ce match-là. Moi, je vais en mettre trois. Je vais mettre Gyökeres. Euh, et ça n'enlève en rien tout ce que j'ai dit sur le match de l'Olympiakos, où j'ai dit il est en train de monter en puissance, il faut lui laisser le temps. Tu l'as redit, Mathéo, à l'instant. Je crois qu'il va pouvoir s'imposer. Mais à partir du moment où on sait, oui, on comprend que Gyökeres, ça ne sera jamais le Mozart du football, techniquement parlant, et qu'il va jouer avec sa puissance. Voilà. Faut-il maintenant encore que la puissance fasse mouche? Et par exemple, en deuxième période, il y a un centre qui vient du côté gauche, il tacle la balle, il la loupe, et c'est sur ce genre d'occasion-là plutôt qu'on l'attend. Voilà. Mais il faut être présent. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets, et pour ces raisons-là, je le mets en top. Mais voilà, c'est pas du Gyökeres bashing ou quoi que ce soit. En deuxième euh, flop, je vais mettre Trossard. Je l'ai appelé Trocard et Tocard en début d'épisode. Ouais, j'y arrive toujours pas. J'essaye, vraiment, mais j'y arrive pas. C'est même pas une question de comprendre pourquoi il commence ou pas, que Martinelli, en ce moment, ça marche bien sans être très très bon, mais en tout cas, offensivement, c'est notre number one, avec trois buts et une passe décisive. Euh, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas. Et je le prends pas en grippe, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'a pas été extraordinaire. Et mon dernier flop, et il va peut-être en étonner plus d'un, puisqu'il n'a rien eu à faire, c'est Raya. Et c'est pas du Raya bashing, je vois Louis rigoler. Non, j'ai tout simplement vous expliquer, c'est qu'en première mi-temps, sur un centre ou sur un corner, il sort, il est à 2 mètres du ballon quand il sort. Et que aujourd'hui, sur un match comme ça, où en fait tu n'attends rien de lui parce qu'il n'a rien à faire, j'aurais aimé qu'il soit plus rassurant sur les sorties aériennes. Et Même sur, le dernier corner aussi du match, comme tu as dit, où West Ham a un peu poussé aussi, il fait une sortie où il capte pas le ballon non plus. Très pourri, ouais. Et c'est là-dessus que moi, je l'aurais attendu aujourd'hui. Et c'est juste pour ça que je le mets en flop. Pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais parce que clairement, je pense qu'il ne fait aucune sortie aérienne où il s'impose dans le duel. Et sur des matchs un peu plus, je veux dire, compliqués, ou avec un adversaire un peu plus valeureux, ça peut être problématique. Et notamment, c'est vraiment cette première sortie en première mi-temps, où quand il sort, il est à 1,50 m du ballon, quoi. Vraiment, c'est assez Non, mais flippant. Oui, dis-moi. t'as raison de le souligner parce que moi aussi j'ai eu cette réflexion pendant le match, surtout sur la deuxième sortie qu'il loupe en toute fin de match, où je me suis dit il avait rien eu à faire, mais je trouve que t'es un adversaire d'Arsenal et tu scoutes un peu le club, tu regardes les matchs, tu te dis bon il y a quelque chose à faire dans le domaine aérien où il faut mettre la pression sur Raya parce que le gardien, enfin le mec a rien à faire du match, mais les deux seules sorties qu'il a à faire il les fait pas bien du tout, enfin, je trouve que du coup, ça peut engager des équipes à vouloir faire un peu la même chose que nous sur les coups de pied arrêtés et à aller mettre beaucoup plus la pression sur notre gardien. Voilà, donc voilà pourquoi, pour ces raisons-là, il sera dans mes flops du jour. Et puis, on va terminer cet épisode par la note positive. Les tops de la journée. Qui se lance? Bah, si Allez, vous voulez, je peux vas-y, commencer. vas-y, Mathéo. Vas-y, vas-y, hein. On en a déjà parlé, mais pour moi, les tops d'Arsenal sur ce match-là, c'est nos latéraux.
Et je mettrais plus en avant peut-être Calafiori pour moi. Parce que le dernier match à Newcastle, il m'avait vraiment pas convaincu. J'avais pas trop aimé sa performance, même dans son attitude. Je trouvais qu'il était un peu en dedans comparé aux autres. Et là, j'ai retrouvé un Calafiori vraiment régner sur son côté. Bon, il n'a pas eu énormément de boulot défensif à faire en même temps, donc ça l'a aussi aidé à rayonner offensivement. Mais j'ai trouvé qu'il a été partout. Il s'est un peu éteint avec toute l'équipe en deuxième mi-temps. On l'a plus beaucoup vu, mais sa première mi-temps était très qualitative. Il a fait deux, trois récupérations très hautes aux abords de la surface de West Ham que j'ai beaucoup apprécié. Son envie, ses débordements, même son jeu au milieu de terrain, il a bien distribué le jeu, je trouve. Donc pour moi, c'est l'un des gros tops côté Arsenal. Et je mettrais aussi en lumière forcément Timber. Pareil dans l'engagement, et lui aussi a régné sur son côté. Pas dans le même style. Lui, c'est plus en débordement, en combinaison pareil avec Saka, la relation qui revient un peu plus, même si Saka n'a pas été non plus omniprésent dans ce match. Mais très content de voir la performance de nos latéraux. Et quand on sait que sur le banc, on a aussi du monde pour les suppléer si jamais, on peut être que ravi d'avoir tous tout cet attirail en défense. Du coup, si je résume, les deux latéraux, Kala et Timber, en top pour toi, Mathéo. Exactement. Louis. Bon, je vais en trouver d'autres, mais je vais quand même reprendre Timber. Après, on peut mettre les mêmes, hein, il n'y a pas de Ouais, problème, hein. ouais, je vais insister sur Timber parce que je suis fan de ce joueur. Depuis le début de la saison, je pense que c'est notre meilleur joueur, le plus régulier. Même, il est pas régulier, il monte en puissance à chaque fois. Et là encore, il a une palette de jeux qui est assez exceptionnelle. C'est quand même 6 tacles réussis, premier du match. Je l'ai dit tout à l'heure, donc 2 tirs, 3 dribbles réussis. Enfin, le mec, il sait tout faire et il le fait bien. Sa connexion avec Saka est très bonne. Et en plus de ça, c'est lui, enfin, c'est vraiment pour moi lui qui nous débloque le match à la 30e, là, quand il accélère et qui amène le but 3 minutes après. Donc, encore un gros match. Physiquement, il tient le coup. Moi, j'ai un peu peur à chaque fois. Il fait 90 minutes sur 90 minutes et pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, premier top, j'ai l'impression que c'est le top à tous les matchs. Donc, continue comme ça. Et je me souviens le match de Rice. On a un peu été mitigé par son début de saison. C'est justifié puisque il avait quand même du mal à enchaîner à ce poste de 8. Bon, parfois trop en arrière, parfois trop devant. Enfin, là, je trouve qu'il a fait un match plein et dans l'intensité, mais aussi dans la précision technique, la justesse dans les passes. Euh, il débloque beaucoup de situations aussi, donc très content de son match. Et en troisième, je pense l'entrée de Zubimendi parce que ça nous montre que quand il est là quand même, on, on maîtrise nettement mieux notre jeu. Il y a plus de facilité à se projeter vers l'avant, à casser le pressing. Et, euh, et même si on n'a pas pu trop voir au final le duo de Gardeze, je pense que ça valait pas forcément un Zubimendi à lui tout seul. Donc ça va être mes trois tops du jour. Ouais. Et puis, bah, comment ne pas vous rejoindre sur nos latéraux du jour, Calafiori et Timber, avec vraiment la masterclass pour Timber. J'ai pas vu, je crois que le player of the match n'a pas encore été annoncé, mais pour moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que ce soit Timber. Je sais pas pour vous. Surtout que Timber, alors après il y a aussi encore une fois, je parle toujours d'affinité par rapport au football, est-ce que l'on aime voir, etc. Surtout que Timber, il est vraiment latéral, je vais dire pas de métier, mais le latéral comme on l'entend, c'est-à-dire bah, qui dit latéral dit les côtés. Alors que là, on a vu un Calafiori qui rentrait beaucoup qui rentrait beaucoup dans l'axe et à plusieurs reprises d'ailleurs. Le jeu aurait pu être accéléré à gauche, mais parce que Calafiori était de nouveau dans cette position axiale, bah, tu n'avais pas cette solution-là, puisque il n'y a pas de, comment dirais-je,
de dépassement de poste ou de remplacement de poste lorsque Calafiori pardon, rentre dans l'axe. Et moi, c'est toujours quelque chose qui me dérange quand c'est fait de façon trop importante. On parlait du player of the match, messieurs, juste pour information, sur le compte officiel d'Arsenal, il y a quatre joueurs qui ont été proposés pour le player of the match. Il y a Saka, Rice, Timber et Zubimendi. Et pour le moment, sur 9000 votes, Rice est en tête avec quasiment 40% des votes. Deuxième, Zubimendi. Et là, ça reprend ce que Louis, tu disais. Ouais, tu peux être fier de toi, vas-y. Et bizarrement, Saka en 3 et Timber en 4. Euh, après, Ils ont voilà. pas vu le match. Après, on se rend compte énormément que lorsqu'un joueur marque déjà, il a fait la moitié du chemin pour être player of the match. Voilà, je pense que Ouais, le supporter lambda n'est pas forcément dans l'analyse d'un match complet, il est plus sur le côté efficacité ou le côté vraiment décisif d'un joueur. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zubimendi a été proposé pour être, et je crois qu'il a même été élu joueur du mois de septembre en Première Ligue, alors qu'il fait un doublé, mais sur la régularité, je pense que Timber il est encore au-dessus. Donc voilà. Donc pour mes tops, pardon, pour venir à mes tops, Timber effectivement, Rice également, je suis d'accord avec vous et Calafiori parce que dans son activité même, et c'est pas me contredire, même si je n'aime pas sa position axiale, dans son activité, il a été de nouveau encore assez incroyable et que finalement, il aura été pris à revers que à la première minute sur le coup d'envoi, ce qui donne le corner et qu'après, il a vite rectifié le tir pour faire une prestation plus que qualitative ce soir face à West Ham. Euh, oui, Mathéo, juste vas-y, bien sûr. pour accentuer sur la performance de Timber, on l'a peut-être pas rappelé, mais c'est aussi lui qui obtient le deuxième, enfin le péno Le qui penalty, ouais. amène le deuxième but sur une montée encore où il perce des lignes et il se retrouve aux abords de la surface et il continue son effort pour aller gratter le péno. Donc c'est aussi grâce à lui qu'on se met à l'abri dans ce match. Et Précision très utile, ouais. si je peux préciser aussi encore un truc sur Timber, c'est qu'il est en discussion pour être prolongé. Ouais. C'est Aussi. aussi à noter que voilà, c'est un cadre de l'équipe maintenant et il va faire partie des joueurs les plus importants dans le futur. Donc je pense qu'il faut vite le verrouiller à long terme. Ouais, sachant que Saliba a prolongé jusqu'en 2030, que Bertha travaille sur la prolongation de nos joueurs, que Timber n'a que 24 ans. Mm. Effectivement, parfois, voire même souvent, les meilleurs recrutements au mercato, c'est souvent des prolongations de contrat aussi de joueurs que tu peux. Alors, même si aujourd'hui dans le foot moderne, prolonger aujourd'hui ne veut pas dire ne pas partir demain, hein, mais en tout cas, ça veut dire que si, je prends l'exemple de Saliba, même si dans son discours, dans ses discussions, dans son attitude, il dit que voilà, il est Arsenal, qu'il est comme à la maison et qu'il veut rester Arsenal et qu'il a prolongé jusqu'en 2030. Sa prolongation a le mérite, à minima, de revaloriser sa valeur aussi, puisqu'il a les années de contrat derrière et que quand tu, dans une indemnité de transfert, tu as aussi les années de contrat restantes. Donc, en tout cas, peut-être que Saliba ou que d'autres ne seront pas là jusqu'en 2030. En tout cas, la valeur, elle a augmenté et que c'est un vrai travail de titan qui a été fait par Bertha et c'est très valorisant pour nous, les supporters, parce que on se dit que nos éléments clés, sont là pour encore un bon bout de temps et c'est très rassurant pour la Il suite. il y a aussi Euh, Saka qui est et Saka, Saka aussi qui est en ouais. discussion là pour prolonger aussi et peut-être pour devenir le plus gros salaire de Première Ligue. Donc Alors, on aura le temps probablement d'en débattre, mais bon, là, il y aura mon côté où je pense que Saka va être, s'il devient le plus gros salaire de Première Ligue, puisqu'on parle d'une offre assez extraordinaire, voire même insolente, là, on va arriver sur mes limites à moi, parce que Saka, meilleur joueur de Première Ligue, ça se discute. Et pourtant, après, encore une fois, il y a ce côté, tu sais, c'est comme le player of the match. Tu marques, tu as déjà fait la moitié du chemin. Saka, c'est le Starboy, c'est le mec de LA, c'est l'académie, c'est le Baby Gunners. Et donc, du coup, il y a ce côté sentimental. Voilà. Après, quand on se pose un petit peu,
La discussion, en tout cas, elle est permise. Mais au moins, ça donnera l'occasion de faire des épisodes avec plein de débats et ça permettra aux auditeurs aussi de nous dire un petit peu ce qu'ils pensent. Donc, c'est plutôt cool. Période trêve internationale, pardon, pour nos joueurs à partir de ce soir. Donc voilà. Euh, Ça sera pas la trêve internationale pour coup de canon et pour l'assaut, puisqu'il y a d'autres épisodes qui vont sortir, notamment, on l'avait annoncé qu'on allait faire un épisode mensuel sur les filles. Alors ça, c'était un petit peu le côté un peu noir de ma journée. Les féminines qui se déplaçaient à City, qui ont perdu 3-2 dans un match qu'elles doivent gagner à peu près dans 95% des cas. Donc c'est un petit peu relou, sachant qu'elles sortaient de 2 matchs nuls en championnat et que Chelsea avait fait match nul hier contre Manchester City. Donc du coup, l'occasion était donné de reprendre des points sur Chelsea, et ben au contraire, on a perdu un match assez incroyable, tellement on a déjoué. Donc on va faire un petit bilan sur les féminines qui va être enregistré demain et qui sera publié mercredi. Et puis on va essayer de faire encore d'autres épisodes pendant la trêve, notamment sur peut-être un premier point de passage sur le début de saison de nos Gunners. Pour continuer rapidement, messieurs, avec coup de canon, le petit coup de promo, je m'adresse à nos auditeurs. Si vous aimez être accompagné par coup de canon et par nos épisodes dans votre voiture ou le soir ou dans votre bain ou que sais-je, et si vous aimez ou que vous êtes même en désaccord avec les analyses qui sont faites, mais que vous aimez ce rendez-vous qui vous est donné assez fréquemment avec coup de canon, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller évaluer le podcast, notamment sur Spotify, où vous pouvez l'évaluer avec de 1 à 5 étoiles. Alors, bien entendu, si vous pouvez éviter de mettre une étoile, mesdames et messieurs, ça m'arrangerait bien, mais voilà, on a peu de gens qui prennent le temps d'évaluer, sauf ceux qui sont pas forcément toujours d'accord avec nous, qui aiment bien nous mettre une étoile. Donc voilà, bah, pour contrebalancer cette étoile qui nous a été mise, on a besoin d'avoir des gens qui prennent le temps. Vous pouvez également évaluer l'application sur Apple Podcast. Vous pouvez même mettre un petit commentaire sur votre impression générale sur le podcast. En tout cas, le podcast, pardon, on sera preneur de tout ça. C'est pas du marketing, mais c'est aussi une façon de valoriser le travail qui est fait par les bénévoles et puis de permettre aussi à coup de canon de grandir encore et encore, hein, puisqu'en termes de nombre d'auditeurs, on grandit tous les jours et tous les mois, mais voilà, on aimerait être encore plus visible sur les plateformes. Donc, évaluez-nous, commentez, partagez, invitez vos potes à nous évaluer, à nous écouter, ça sera super apprécié et appréciable. Et puis, bien entendu, Arsenal French Club, comme toujours, le site internet. Les notes ne sont pas encore sorties, je ne crois pas. Je sais même pas qui est aux notes aujourd'hui, mais elles ne devraient pas. Les notes viennent de sortir puisque c'est Jonathan, tiens, qui était aux notes aujourd'hui. Allez, très rapidement, je vais prendre la note la plus faible. Messieurs, c'est pas que j'ai envie de durer, mais juste pour voir un petit peu le match, comment Jonathan l'a ressenti. Ok, des notes assez cohérentes et assez moyennes. Donc du coup, les deux mauvais élèves seront Guillaume Quérès et Trocard, et Tocard, ou Trossard, hein. Trocard, c'est un mix des deux. Stan sort de ce corps. Hein? Je dis Stan sort de ce corps avec les tocards. Ouais, c'est Mécha de l'année dernière, on peut l'appeler Turpin aussi. Et la meilleure note Timber 7, ça ira pas au-delà des 7 d'ailleurs. Timber 7, Rice 7. Et les gars, forcément notés. 5 à 6, Gyökeres. Voilà, donc les deux meilleures notes, on va retrouver, j'ai dit quoi? Rice et Timber. Et Timber. Ouais, voilà. Donc, les notes de Jonathan qui sont cohérentes, mais je vous invite d'une part à aller les consulter, à aller lire un petit peu les commentaires de Jonathan. Et bien entendu, puisque c'est toujours important pour nous, on vous l'a expliqué à de nombreuses reprises, surtout pour la fin de saison, lorsqu'il sera le temps de faire le classement des meilleurs gunners de l'année et des moins bons, bah forcément, on comparera les notes de la rédaction avec les notes de nos supporters. Et donc, du coup, pour cela, il faut prendre le temps de venir noter nos joueurs. Et puis, bien entendu, les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver probablement les dernières interviews après match, et puis l'actualité
de votre club favori. Louis et Mathéo, je vous remercie de votre participation et de l'excellence de votre et de la pertinence de vos analyses. Je vous souhaite un bon week-end. On va aller regarder un petit peu Liverpool. Je ne sais pas ce que ça donne, mais 1-0 Chelsea. ouh, Tout se passe bien. ouh. Est-ce que Alors la pour journée le va moment, être tout se passe à bien. On va aller 100%? voir ça. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.